On travaille la méthodologie en corrigeant l'exercice sur l'héritage de la peste noire. Donc tout d'abord, comme d'habitude, on survole l'énoncé rapidement, on s'attarde sur la consigne, le but étant d'avoir une idée du sujet, c'est-à-dire de quoi on va parler. Donc ensuite, on explicite la consigne. Donc les chercheurs ont émis l'hypothèse suivante: ces personnes résistantes au VIH pourraient-elles avoir hérité de cette résistance des survivants de la peste? Donc on regarde la question, qui est assez récurrente, pratiquement tout le temps. Vous trouverez ce type de question, en tout cas à partir de l'exploitation des documents et de vos connaissances. C'est toujours ce qui est demandé, puisque cette argumentation est un raisonnement avec connaissance à l'appui. Argumenter, ça veut dire démontrer, apporter des arguments. Donc il va s'agir de démontrer que les personnes qui résistent au sida aujourd'hui, qui ne sont pas sensibles au VIH, ont hérité de cette résistance de personnes ayant vécu au Moyen Âge. Il s'agit donc d'une transmission génétique. On peut écrire notre problématique. Donc notre problématique nous demande de démontrer. Elle nous demande en fait de démontrer plusieurs points. Tout d'abord que le mécanisme de résistance au VIH est identique au mécanisme de résistance à la peste. Que ce mécanisme est d'origine génétique puisqu'il a pu être transmis. Il s'agit donc d'un gène ou de l'allèle d'un gène. Et qu'il s'agit d'une sélection naturelle. La peste aurait sélectionné cet allèle qui ensuite aurait été transmis à la descendance qui en bénéficierait aujourd'hui face à l'épidémie de sida. En deuxième étape, au brouillon, on liste les connaissances associées. Donc un gène code pour l'expression d'un caractère, c'est-à-dire en fait pour la synthèse d'une protéine. Un gène peut présenter plusieurs allèles. Il y a donc expression différente d'un caractère. Une mutation, c'est une modification le plus souvent ponctuelle. Souvenez-vous, on parle de SNP dans la séquence nucléotidique d'un gène avec la modification d'un seul nucléotide. Et la sélection naturelle, c'est la sélection d'un allèle favorable par l'environnement. En troisième étape, toujours au brouillon, on rédige l'introduction et la problématique. Donc pour rédiger l'introduction, on s'appuie sur l'énoncé et on fait simple. On reste au plus près du contexte. Donc moi, voici par exemple l'introduction que je vous propose. Je me contente de reprendre ce qui a été écrit ici. J'ai changé quelques mots, mais sans plus. Ensuite, on écrit sa problématique. Donc la problématique, elle doit être précise. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de réécrire la question. Ces personnes résistantes au VIH pourraient avoir hérité de cette résistance. Il faut expliciter. Puisque c'est une transmission génétique, au lieu d'écrire ces personnes résistantes pourraient avoir hérité de cette résistance, déjà on pourrait dire pourraient avoir hérité de ce gène. Et puisque l'idée c'est une sélection naturelle, puisque si on transmet un gène, c'est qu'il a été sélectionné par l'environnement, eh bien on fera apparaître aussi dans notre problématique le mot sélection. Et donc je vous propose, les personnes aujourd'hui insensibles au VIH ont-elles hérité un gène de résistance sélectionné par la peste noire? Donc vous voyez qu'on ne s'est pas contenté de réécrire la question, on l'a explicité. En quatrième étape, on analyse les documents au brouillon, point par point, de façon la plus précise possible, mais en restant dans le contexte, afin d'éviter le hors-sujet. Donc qu'est-ce qu'on tire de ce document? Eh bien que le bacille de la peste et le VIH utilisent pour rentrer dans leurs cellules cibles une protéine de la membrane plasmique qu'on appelle CCR5. Donc déjà, la première déduction qu'on peut faire, c'est que Yersinia pestis, donc le bacille de la peste, et le VIH ont le même mode de fonctionnement, puisqu'ils utilisent la même protéine. Ensuite, deuxième info, il existe une mutation du gène CCR5 qui code pour la protéine CCR5 et on appelle l'allèle muté CCR5 delta 32.
Lorsque les personnes possèdent l'allèle muté CCR5 delta 32, alors le VIH ne peut pas pénétrer dans les cellules cibles. On sait qu'un gène contrôle la synthèse des protéines et donc on peut en déduire que les personnes qui ont l'allèle CCR5 delta 32, donc l'allèle muté, ne synthétisent pas la protéine CCR5. Puisque le bacille de la peste et le VIH ont le même fonctionnement, là on va appliquer le principe de l'actualisme, c'est-à-dire ce qui se passe aujourd'hui peut être appliqué au passé. Les personnes qui ont résisté à la peste avaient la même mutation. Donc, la deuxième partie du document 1, c'est une carte et qui nous permet de voir que l'allèle muté, la possession de l'allèle muté est bien plus fréquente en Europe puisqu'il y a jusqu'à entre 9, si on se fie aux couleurs, 9 et 13% de personnes ayant un allèle muté CCR5 delta 32 dans leur génome. Ce qui permet de déduire que la mutation est apparue en Europe. Le document 2 était en fait bien plus simple, puisqu'il nous montre la fréquence, le nombre d'épidémies et la fréquence de la mutation modélisée. Puisque il est difficile de savoir exactement combien de personnes possédaient cette allèle mutée au Moyen-Âge, étant donné qu'on ne peut pas aller faire des analyses. Donc on utilise des modèles mathématiques. Donc ce que l'on constate, c'est qu'il y a de plus en plus d'épidémies de peste entre 1350 et 1650. On nous dit que la mutation est apparue il y a plus de 2500 ans, autrement dit bien avant les épidémies de peste, que cette fréquence de mutation était bien plus faible avant le début des épidémies de peste, puisqu'elle est égale quasiment à 0. La fréquence de la mutation augmente par contre très fortement après l'apparition des épidémies de peste. Sur le graphique, ici, on ne va pas retrouver les 11-13% de la carte, mais on nous propose 9%. On en déduit que la mutation est apparue aléatoirement, ça on le sait parce que dans le cours, il est dit que les mutations sont toujours aléatoires. Cette mutation donc est apparue aléatoirement bien avant l'apparition de la peste. Par contre, si on observe une augmentation de la fréquence en même temps qu'une augmentation du nombre d'épidémies de peste, on peut là en déduire qu'il y a sélection de la mutation par la maladie, par la peste. Arrivé là, on va rédiger sa conclusion, toujours au brouillon. Donc une conclusion, elle récapitule les informations pour répondre à la consigne ou pour répondre à la problématique. Elle est donc précise et elle est complète. Si on a le temps, on peut faire une ouverture, mais cela n'a rien d'obligatoire. Donc voici la conclusion que je vous propose, mais comme pour l'introduction, c'est une proposition. Vous pouviez écrire une autre conclusion du moment que vous repreniez les idées principales, c'est-à-dire l'apparition d'un allèle muté, le fait que cet allèle muté conférait une résistance à la peste lorsque la peste est apparue, et donc une sélection des individus possédant cet allèle muté, qui se sont donc reproduits, qui ont transmis à leur descendance qui aujourd'hui possèdent cet allèle muté, et la peste n'existe plus, mais une autre maladie, le sida, liée au VIH, existe. Comme les deux agents pathogènes ont le même mode d'action, les personnes qui possèdent cet allèle muté sont aussi protégées contre le VIH. Bon alors, si la peste réapparaissait aujourd'hui, ces personnes seraient de même protégées contre la peste. Lorsqu'on a rédigé son introduction, on va rédiger l'argumentation, et là, on passe directement au propre. Donc on rédige l'introduction au propre, on rédige la problématique au propre, et ensuite on passe directement à l'argumentation. Donc on va reprendre les analyses des documents que l'on a faites au brouillon. On les classe, c'est-à-dire on choisit l'ordre dans lequel on les met, en reliant les infos
c'est-à-dire en faisant des déductions intermédiaires qui font un lien entre les infos. Donc là, les documents s'utilisaient tout à fait simplement dans l'ordre, donc c'était pas la peine de chercher compliqué et d'essayer de changer l'ordre. On évite les formules du type le document montre que. C'est lourd et pénible à lire au bout d'un moment. Si on a des valeurs, on n'oublie pas de les citer. Donc par exemple, dans cet exercice, eh bien, il fallait citer les valeurs de fréquence de la mutation et les dates soit d'apparition de la mutation, soit de l'apparition de la peste. On fait des phrases courtes. On ne cherche pas à faire une dissertation en français ou en philosophie. On écrit un paragraphe par notion, on saute des lignes entre chaque notion de façon à aérer le texte. Voici le corrigé que je vous propose. Mais de la même manière, il n'est pas obligatoire. Il vous permet de voir qu'on peut même changer d'avis lorsqu'on recopie sa conclusion. En fin de compte, je trouvais que c'était un peu long et donc j'ai fait plus court.